Merci de nous rejoindre pour ce 7e volet du cycle dédié à la transition environnementale que Léonard, la cellule de prospective et d'innovation du groupe Vinci, a inauguré en septembre dernier. Nous parlerons ensemble ce soir du financement de la transition des villes et des territoires et des outils et mécanismes qui le sous-tendent à l'échelle nationale et européenne. Mais avant de détailler plus précisément ce sujet, je vous propose d'opérer ensemble un rapide retour sur les événements récents. Il va sans dire que l'année 2020, promise à des changements importants, n'aura pas manqué de surprises. Comme chaque année, finalement, 2020 devait être une année charnière dans la lutte contre le changement climatique. Elle restera ancrée dans les mémoires, en réalité comme l'année de la pandémie. Ces derniers mois, le coronavirus a en effet ajourné la prochaine COP26 et relégué au second plan les engagements en discussion sur le climat. Mais pour autant, la crise sanitaire a-t-elle réellement sonné le glas de la volonté des États à initier les transitions nécessaires ? Plus que jamais, alors que les commentateurs de la crise développent leurs analyses et que les débats font rage sur les raisons qui ont favorisé l'émergence et la propagation du virus, il semble que l'opinion publique prend conscience de l'urgence à faire passer nos sociétés collectivement et équitablement d'un modèle fondé sur la mobilisation exponentielle des ressources à un modèle plus durable. Un appel à la transition environnementale donc, qui prend de l'ampleur, mais qui a aussi déjà fait l'objet d'initiatives bel et bien concrètes de la part des acteurs publics comme privés, de la construction, des mobilités et des énergies dans les villes et au sein des territoires. Les efforts engagés en ce sens depuis 1990 ont permis par exemple à l'Union européenne d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle d'énergie de l'Allemagne, mais nécessiteront, pour atteindre les objectifs ambitieux que l'Union européenne s'est fixés à l'horizon 2050, des investissements bien plus importants pour ne pas que le coût de l'inaction pèse sur nos économies. Un défi d'envergure, donc, qui nécessite des outils et des mécanismes de financement d'une ampleur sans précédent à l'échelle nationale, sur lesquels nous reviendrons durant cet échange, mais aussi, bien sûr, au niveau européen. Rappelons-le, c'est en premier lieu par l'énergie que les pays européens se sont unis dans les années 50 dans le cadre de la CECA. Alors qu'en décembre dernier, la Commission européenne dévoilait son projet de pacte vert, que peut réellement l'Europe ? Que contient le Green Deal déjà controversé et quelles sont les promesses qu'il draine avec lui ? L'objectif de ce dernier est clair, adopter une démarche commune et embarquer notamment les pays les plus dépendants aux énergies fossiles. Mais pourtant, beaucoup reste encore à faire. Mis en ballottage ces dernières semaines, le Green Deal survivra-t-il à la crise ou sera-t-il noyé dans le gigantesque effort de relance consenti par les États et la BCE ? Et également, y a-t-il un risque que la relance ne se préoccupe que de reconstruire l'Europe telle qu'elle était avant la crise ? Pour répondre à ces différentes questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Légué, Managing Director de l'I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, un think tank dédié à l'économie de la transition énergétique fondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Bonsoir Benoît. J'ai également le plaisir d'accueillir Benoît Calatayud, managing spécialiste de la transition énergétique à BPI France. La Banque publique d'investissement, je le rappelle, est un organisme français de financement et de développement des entreprises. Bonsoir également Benoît. Et pour finir, Antoine Guillou, responsable énergie-climat et membre du comité éditorial de Terra Nova, un laboratoire d'idées proche du centre-gauche qui produit et relaie ses propositions en France et en Europe. Dernière précision en préambule de cet événement, je vous invite à poser vos questions dans la partie dédiée à nos échanges qui apparaît en bas de l'écran via l'icône « Converser » et je m'occuperai de les relayer à nos speakers à la fin de leur prise de parole. Pour débuter donc cet échange, je vais passer la parole à Benoît Légué, histoire de poser ensemble le cadre de ce que cette transition comprend concrètement. Benoît, pouvez-vous nous détailler les différents secteurs appelés à évoluer, nous préciser les investissements à mobiliser dans ce cadre en France et revenir sur les verrous à lever pour orienter la relance des 7 secteurs clés comme le propose l'I4CE? Alors Benoît, votre micro est coupé.
C'est bon. Ah, c'est bon. J'ai enfin eu le droit, j'ai eu le droit d'avoir. Bien, bonjour à tous et merci Camille pour cette introduction. Alors, je vais vous faire une petite présentation pour essayer de donner quelques éléments de réponse aux nombreuses questions posées par Camille. Le sujet, disons, c'est comment, supposons qu'il y ait un plan de relance en 2020, une fois la crise sanitaire derrière nous, etc. Supposons qu'il y ait un plan de relance, comment faire en sorte qu'il prenne en compte les considérations environnementales et en particulier les considérations climatiques pour éviter une redite de ce qui s'est fait après la crise de 2008-2009, où fondamentalement, enfin vous vous souvenez de la phrase d'alors, l'environnement ça commence à bien faire, où finalement dans le plan de relance qui a été mis en place suite à la crise de 2008-2009, on peut le dire je pense, le climat n'a absolument pas été un critère de décision et l'environnement de façon plus large, pas plus. En gros, si on a fait une radioscopie du plan de relance 2008, on peut dire qu'il était un petit peu vert, entre guillemets, donc il se préoccupait un petit peu de climat plus par hasard que par volonté propre. Il n'était pas très marron, c'est-à-dire il n'y avait pas tellement d'investissements défavorables au climat, mais il y avait beaucoup d'investissements que je qualifierais de gris, c'est-à-dire finalement des investissements qui, sans être complètement défavorables à la transition, ne sont pas non plus complètement favorables, et donc constituent, de mon point de vue, une opportunité manquée. Alors c'était en 2008, donc on avait encore du temps. En 2020, je ne suis pas certain qu'on puisse se payer le luxe d'avoir une décennie manquée, et en tout cas d'avoir un effet de traîne du plan de relance 2008 qu'on voit jusqu'en 2020. Alors, je vais essayer, si la technologie me le permet, de partager l'écran. Pouf, voilà. Et je vais dérouler une petite présentation. Alors, j'ai plein d'autres diapos pour ceux qui aiment les diapos et qui ont des problèmes d'insomnie au cours du week-end et qui pourront regarder ça, mais je vais essayer de faire relativement court pour laisser un petit peu de place à Antoine et Benoît afin qu'ils puissent également s'exprimer. Alors, ça, je vais passer vite. L'Institut de l'économie pour le climat, allez voir notre site web, ça c'est la version courte. Ce qu'il faut retenir, on est 25 collaborateurs, on s'intéresse à l'économie et la finance pour la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Tous nos travaux sont publics, c'est peut-être le plus important, donc là aussi, allez nous voir, allez voir nos travaux sur le site web et suivez-nous sur Twitter. Je vais également faire une page de pub pour un autre organisme auquel j'appartiens, le Haut Conseil pour le climat. Il se trouve que le Haut Conseil pour le climat a fait, il y a 2 semaines maintenant, un 18 recommandations au gouvernement dans un rapport qui s'appelle Climat, santé, mieux prévenir, mieux guérir. Et vous trouverez dans ces 18 recommandations un certain overlap avec ce que je vais vous présenter. En même temps, c'est normal puisque je fais partie du Haut Conseil pour le climat et même si je garde mes 2 casquettes bien séparées, je pense quand même à peu près la même chose que je parle en tant qu'I4C ou en tant que Haut Conseil pour le climat. Alors, pour aller dans le vif du sujet, peut-être pour remettre les choses disons, en perspective, là nous sommes devant une crise sanitaire qui ouvre sur un choc économique mondial, c'est peut-être ce qu'il faut retenir, même s'il faut être très humble. Alors, je suis économiste, donc on n'est pas forcément une profession très portée vers l'humilité au départ, mais je pense qu'il va falloir apprendre à être humble. Ce qu'on peut dire déjà après quelques semaines de déroulement de la crise sanitaire, c'est qu'on est sur une crise qui est sans équivalent historique. Et c'est une crise économique qui n'a donc pas grand-chose à voir avec la crise de 2008-2009 qui était d'origine financière. Donc là, je ne vais pas gloser sur quelle sera la sortie de la crise d'un point de vue économique. Est-ce qu'on va être en U, en V, en L, en taux ondulé, bref, ça, je ne sais pas et je laisserai à d'autres économistes le soin de gloser dessus. Ce qui me semble à peu près certain, en revanche, c'est qu'il risque d'y avoir une demande de résilience sur le mode plus jamais ça. Comment fait-on pour éviter de telles crises et comment fait-on peut-être pour éviter des liens entre crise sanitaire, crise écologique? C'est, disons, la petite musique qu'on entend Oui, monter. François-Mathieu Lerondeau, à l'appareil. Ouais, Et je suis ce toute une qui me excuse. paraît, J'étais au milieu de quelque chose. par Et puis ailleurs, voilà, bref, c'est les... Bon, voilà. Donc, en un mot, j'ai fait le point sur cette histoire de rapport. Nous, on va le sortir entre le 15 mai et la fin mai. Vous êtes toujours là? Oui, parfait. Entre le 15 et la fin mai. Donc, j'ai un document à vous passer, si vous le souhaitez. Est-ce qu'on est toujours, je ne sais plus, dans vos temps? C'est ça qui m'inquiète. Oui. Si vous me permettez cette expression. Mais comment dire, même si ce n'est pas le bon timing politique, il faut quand même y réfléchir dès aujourd'hui, histoire d'éviter de regarder passer le train une fois que le train du plan de relance sera lancé. Alors, peut-être
essayer de rappeler pourquoi s'intéresser au climat, pourquoi mettre du climat dans le plan de relance. Alors pour aller très très vite, et ça c'est quelque chose qu'on a également présenté dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, qui a eu un certain écho, c'est tout simplement parce que l'action climat offre des bénéfices combinés. Alors évidemment, ça protège l'environnement, ça peut également protéger l'économie, on va revenir dessus. On a des raisons de penser que les secteurs bas carbone, notamment, ont une capacité à absorber des chocs de demande. Ils l'ont fait dans le passé récent, et notre avis est qu'ils sont, dans certains cas, ils seraient en tout cas de bons candidats pour l'absorber dans un futur tout aussi récent. Et puis, des co-bénéfices sur la santé. Quand on réduit les émissions de gaz à effet de serre, il se trouve que dans un certain nombre de cas, on réduit également d'autres pollutions. On réduit également la précarité énergétique, et tout ça, c'est des choses qui nous semblent, entre guillemets, aller dans le bon sens, aller dans le sens d'une augmentation de la résilience. Quand je parle amélioration de la qualité de l'air, il y a une excellente note du Trésor que je vous recommande de lire, toujours si vous avez des insomnies, qui date de février 2020. Le coût de la pollution, de la pollution atmosphérique en France, c'est 50 milliards d'euros par an, et c'est 50 000 morts par an sur une année entre guillemets normale. Donc il y a également des coûts sociaux liés à la pollution atmosphérique. Et encore une fois, si on peut faire d'une pierre 2 ou 3 coups, ben, faisons-le, surtout dans un contexte dans lequel l'argent public va peut-être devenir rare. Dans la suite de la présentation, je vais uniquement parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc de mitigation dans le jargon des spécialistes. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie l'adaptation au changement climatique. Camille, comme tu l'as précisé dans l'ouverture, en fait, l'inaction face au changement climatique pourrait nous coûter très très cher. Ça, c'est une diapo que j'aime bien présenter. C'est Paris il y a 20 000 ans. Voilà, donc Paris n'était confiné à l'époque, comme vous pouvez le voir, et la température était de 5 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui en moyenne au niveau mondial. Et là, on est en train de dire, ben voilà, on va gagner 5 degrés en 200 ans, c'est-à-dire on va 100 fois plus vite. Et rassurez-vous, ça va bien se passer, on va simplement perdre 5 à 20 points de PIB au passage. Je ne crois pas du tout, disons, à cette assertion. Je pense qu'on risque de perdre beaucoup plus au passage que ces fameux 5 à 20 points de PIB. En tout cas, je ne suis pas certain que la science économique puisse beaucoup nous aider pour mesurer l'ampleur des risques liés à l'inaction face au changement climatique. Donc voilà, j'ai dit ça. On pourra peut-être parler dans la suite de la discussion des questions liées à l'adaptation, à la résilience face au changement climatique. Mais en tout cas, retenez qu'il va falloir investir non seulement plus bas carbone, mais également plus adapté au changement climatique, plus résilient. Même si je n'en parle pas, gardons ça en tête, et ça fera peut-être écho à ce que diront Antoine et Benoît. Alors une fois que j'ai parlé d'adaptation, pour ne mieux pas en parler, voilà, ça pose tout un tas de questions sur des actifs que vous pouvez voir à droite, sur des actifs, sur des activités. Quelle place, entre guillemets, pour ces activités dans un monde à plus de 5 degrés? Et on pourrait se poser la même question dans un monde zéro émission nette. Alors, toujours dans la section pourquoi mettre du climat dans le plan de relance, il nous semble important de garder le cap sur les objectifs climat, pas simplement pour faire écolo, faire sympa, mais tout simplement parce qu'en fait, on a un objectif en France qui est un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, qui s'appuie sur un document qui a été très largement discuté entre les ministères, au sein des acteurs économiques, etc., qui est améliorable certainement, mais qui a le grand mérite d'exister, d'être partagé, qui a été récemment promulgué, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, accompagnée de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et en fait, c'est une stratégie qui vise à nous amener à une neutralité carbone en France à horizon 2050, qui est très valable en temps de paix, pour reprendre la rhétorique de l'exécutif, qui nous semble tout autant valable en temps de guerre, pour répondre à la question comment on fait pour investir dans des secteurs qui peuvent absorber un choc d'investissement. Eh bien, on a une partie de la réponse, en tout cas à travers la stratégie nationale bas carbone. On a des investissements qui aujourd'hui se montent à peu près 46 milliards d'euros en 2018. Ça a su croître au cours des dernières années, et notre thèse est que ça peut encore accélérer. En tout cas, les investissements en faveur du climat peuvent contribuer à une reprise économique assez importante. Donc n'oublions pas ce document qui s'appelle Stratégie nationale bas carbone, qui est consultable librement et qui pourra guider en tout cas les investissements. Alors, concrètement, cette stratégie nationale bas carbone se traduit par des budgets carbone, c'est ce que vous voyez, hein. Donc on est là en ce moment dans le deuxième budget carbone, on s'achemine vers le troisième, quatrième, etc. Et donc en tout cas, c'est un guide pour l'action publique et pour l'action des acteurs privés. Et cette stratégie nationale bas carbone se décline par secteur économique, que vous pouvez voir en haut de la slide: agriculture, énergie, industrie, bâtiments, transport, déchets, etc. Objectif pour arriver à la neutralité carbone à horizon 2050, c'est réduire les émissions d'un facteur 6 à 8 par rapport à ce qu'il y avait en 1990 et doubler les puits de carbone, c'est-à-dire essentiellement l'agriculture et la forêt, préserver les puits existants et en fait, plus que les préserver, les doubler.
Donc, on a déjà à peu près tout ce qu'il faut, on a une stratégie. Maintenant, il faut mettre en œuvre cette stratégie. Et c'est ce que nous proposons finalement dans notre proposition de plan de relance, mettre en œuvre cette stratégie et accélérer là où c'est possible. Je vais passer très vite sur ces diapos pour ne pas vous embarrasser avec des chiffres. Ce qu'il faut retenir, je l'ai annoncé, 46 milliards d'investissements en France en 2018 dans le bas carbone. C'est ce que vous avez sur le diagramme de droite, de l'efficacité énergétique, des renouvelables, des infradurables, donc essentiellement du transport, du nucléaire, de la forêt et d'autres procédés non énergétiques, en tout 46 milliards. Et ce sont des investissements qui ont su croître donc, au cours des dernières années. On est passé en une grosse demi-décennie de 35 milliards à 45 milliards, donc c'est des secteurs qui ont su croître et absorber ce que je vais appeler un choc de demande. Et ont su s'organiser, disons, pour répondre à cette demande croissante. Chez i4C, nous faisons un suivi qui pourra peut-être aussi vous intéresser pour vous montrer d'où on vient quand on fait notre proposition de plan de relance. On fait un suivi année après année de où ont lieu les investissements bas carbone, dans quel secteur, donc c'est ce que vous avez tout à droite. Est-ce que ça a lieu dans le transport, l'industrie, l'agriculture, etc. Ensuite, on essaie de tracer qui porte les différents projets. Est-ce qu'il s'agit de porteurs de projets publics, d'entreprises, de ménages? Et si vous allez encore plus à gauche sur le diagramme, on essaye de sourcer d'où vient l'argent. Est-ce qu'il vient des administrations publiques, des institutions financières publiques du type BPI France, des banques commerciales ou des fonds propres, des ménages et des entreprises? Et donc, on arrive finalement à tracer comment se financent les 46 milliards d'investissements bas carbone en France chaque année. On fait ça depuis 2012. Et donc finalement, le but du jeu maintenant, c'est de projeter ça dans le futur et de voir comment on va continuer à investir autant et peut-être même plus, comment on va déformer ce diagramme un petit peu compliqué que vous avez sous les yeux pour atteindre les objectifs de la SNBC, de la stratégie nationale bas carbone, pardon. En parlant des objectifs de la stratégie nationale bas carbone, donc je vous ai dit, on fait 46 milliards de bas carbone chaque année en France, c'est super. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il manque entre 15 et 18 milliards d'investissements supplémentaires bas carbone chaque année d'ici 2023 en France. Donc pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, on a pris la SNBC, on l'a dérivé en chronique d'investissement et notre évaluation, c'est qu'il manque entre 15 et 18 milliards d'investissements supplémentaires chaque année. Je n'ai pas dit d'investissement public, j'ai dit d'investissement tout court, public et privé. Et en fait, on l'a même décliné par secteur. Donc vous pouvez voir là, disons, le déficit d'investissement dans les différents secteurs. Le bleu, c'est l'historique, et puis les petits points verts et violets, c'est ce qu'il faudrait pour atteindre le deuxième budget carbone donc à horizon 2023 et le troisième budget carbone à horizon 2028. Donc voilà, selon votre industrie d'appartenance, vous pouvez vous dire, chouette, il y a plein d'opportunités d'investissement supplémentaires et on peut peut-être faire plein de choses à condition d'avoir les bonnes incitations et, disons, le bon écosystème pour pouvoir investir dans tout ça. Alors, j'en viens, donc on s'est appuyé sur ce travail qu'on fait encore une fois depuis de nombreuses années, de suivi un peu des investissements bas carbone et du déficit d'investissement bas carbone par rapport à la stratégie nationale bas carbone. Et on en a dérivé un plan, disons un plan de relance, qu'on va appeler un ensemble de plans de relance, qui s'appuie notamment sur du financement public, 7 milliards d'euros par an jusqu'en 2023, mais pas que. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire cette proposition de plan à sa composante investissement public. On parle également de cofinancement public, c'est-à-dire des subventions, des prêts aidés, etc., sur des projets portés par des investisseurs privés. Et puis, dans les mesures qu'on propose, il y a en fait 5 paquets, donc investissement public, cofinancement public, des obligations, parce que ça passera également par de la norme, par de l'incitation qui arrivera par de la norme, et on pense notamment aux travaux de rénovation énergétique qui passeront en ce qui nous semble-t-il, en tout cas essentiellement par des obligations de rénovation, plus que par des signaux prix ou autres joyeusetés de ce genre. Maintenant, on peut toujours mettre des signaux prix et autres joyeusetés de ce genre, comme je disais, mais si on veut vraiment faire les choses à l'échelle, à un moment, il va falloir faire de la norme. On pense au bâtiment, il y aura peut-être d'autres secteurs sur lesquels il faut des obligations. On propose également des outils financiers permettant notamment aux projets de démarrer sans trésorerie, donc un zéro reste à charge, ce qui pour un certain nombre d'acteurs avant la crise peut être problématique d'avoir du reste à charge. Je pense notamment aux ménages en situation de précarité énergétique. Et puis après la crise, je n'en parle même pas, il y aura certainement besoin davantage de se focaliser sur ces questions de zéro reste à charge. Et puis, on n'oublie pas non plus l'accompagnement technique. Si je file l'exemple de la rénovation énergétique du bâtiment, ce n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi une question de formation, à la fois des donneurs d'ordre et puis des différents maillons, on va dire, qui permettent de rénover in fine le bâtiment.
Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de déverser de l'argent, mais à la fin, il va falloir faire des choses en vrai. Et donc, il faudra former tout un tas d'artisans et d'acteurs qui interviennent tout au long de ces différents segments. Donc, 7 milliards d'euros d'impulsion publique. On a couvert 7 secteurs clés et notre objectif, générer 19 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires pour contribuer à la relance économique à travers ce plan de relance. Pour couper court à une question, on a fait 7 secteurs clés parce qu'il fallait faire vite. Donc on a regardé là où on avait des chiffres, là où on avait des choses à dire. On prépare une deuxième version pour le mois de juin dans lequel on couvrira plus de secteurs. Donc le chiffre de 7 milliards va peut-être monter, mais en tout cas, c'est essentiellement parce qu'on aura couvert plus de secteurs qu'on a un petit peu négligé dans la première version. Alors je vais vous donner 3 exemples pour illustrer, je ne vais pas parler des 7 secteurs, mais je vais donner 3 exemples pour illustrer différents segments et le type de mesures qu'on propose. Alors le premier, c'est peut-être le plus gros morceau, c'est la rénovation énergétique des logements privés, énorme morceau. Si on veut arriver à la neutralité carbone à horizon 2050, il va falloir commencer assez rapidement et à l'échelle, et en tout cas aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de porter les financements publics de 1,9 milliard à 2,1 milliards, donc rajouter seulement 200 millions d'euros, ce qui peut sembler très très peu, dans la rénovation des logements privés pour générer 16 milliards d'euros par an d'investissement. Alors évidemment, vous allez me poser la question, comment avec 200 millions d'euros d'argent public, on arrive à générer 16 milliards d'euros par an d'investissement? Ben, c'est très simple, en fait, on propose de faire une obligation de rénovation en parallèle, donc d'introduire une obligation de rénovation en faisant d'abord ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire plutôt la rénovation énergétique par geste, et puis en introduisant le plus rapidement possible une rénovation énergétique globale, ce qui suppose bien évidemment d'avoir formé les professionnels du bâtiment pour ce faire. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, ça nous semble difficile de se mettre sur la rénovation globale, qui semble être en tout cas la façon la plus efficace et la moins coûteuse sur le long terme d'atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc vous pouvez voir sur cette fiche rénovation énergétique des logements privés, en fait on a 6 mesures qu'on propose. Et je précise également que c'est pas dans ces mesures qu'on propose, c'est pas vous choisissez celles qui vous plaisent et vous éliminez celles qui vous plaisent pas. On a essayé de construire un package plutôt cohérent, qui est discutable au sens fort du terme, c'est-à-dire si vous ne l'aimez pas, vous pouvez en discuter, mais en tout cas on a essayé dans la trentaine de mesures qu'on propose au total de faire quelque chose de relativement cohérent, qui soit relativement prêt à l'emploi, on va dire, pour les personnes qui voudraient l'utiliser. Deuxième exemple, et je change de secteur volontairement, on a parlé de la rénovation des logements, on va maintenant parler de la mobilité, donc les voitures particulières bas carbone. Là, notre proposition, c'est porter les financements publics de 200 millions d'euros à peu près 1 milliard d'euros par an pour aider les ménages et les entreprises notamment, mais également les administrations qui le souhaitent, à acquérir des véhicules bas carbone, et donc pour générer 6 milliards d'euros par an d'investissement. Donc là, gros effet de levier, puisque l'essentiel de ces véhicules bas carbone va être constitué de véhicules qui vont être achetés par des entreprises ou des ménages, et donc plutôt des acteurs privés. Donc voilà, je passe rapidement sur les mesures pour économiser un petit peu de temps, mais vous pouvez voir qu'au-delà du financement, on propose également de renforcer le bonus-malus, etc. Enfin, d'avoir, disons, de donner des incitations qui permettent aussi aux différents acteurs de retrouver un sens économique au fait d'investir dans des véhicules bas carbone, que ce soit électrique, hydrogène, j'en passe ou les meilleurs. Et puis, il y a également, au-delà des voitures particulières bas carbone, j'aime souvent rappeler qu'il y a des véhicules bas carbone qui sont particulièrement intéressants. 2 roues, 2 temps, moteur 2 temps, refroidissement à air, ça s'appelle le vélo. Et ça nécessite un tas d'investissements autres que l'aide à l'investissement dans les véhicules, notamment dans les infrastructures cyclables, etc. etc. Troisième sujet, en tout cas que j'espère assez illustratif, peut-être un peu plus tarte à la crème, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ça, la production d'électricité renouvelable. Là-dessus, nous, on ne propose pas forcément de mettre beaucoup plus d'argent public, on propose d'en mettre un peu plus, mais on propose surtout que l'implication des banques publiques, et notamment BEI et BPI France, soient maintenues à leur projet, à leur niveau actuel. Et surtout, ce qui nous semble le plus important là-dedans, c'est de ne pas fragiliser cet écosystème qui a su se structurer pour répondre à des appels d'offres bien cadencés, donc maintenir la cadence de ces appels d'offres, sécuriser les financements dédiés à la rémunération des projets déjà achevés, donc éviter l'effet un petit peu stop and go qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps que ça en France ou dans d'autres pays, afin de ne pas fragiliser ces filières. Parce que si on fragilise ces filières, évidemment, ça fera également des personnes à indemniser et donc il nous semble que ça serait plutôt de nature à se tirer une balle dans le pied que de sécuriser, disons, l'économie. Voilà, je vous ai parlé de ces trois secteurs. J'aurais pu vous parler des autres secteurs et évidemment, vous trouverez beaucoup plus de détails dans le rapport
qu'on a rendu public tout début avril. Et puis pour vous donner quelques éléments sur pourquoi on a fait ce rapport, donc on l'a présenté à des députés, à des sénateurs, on l'a présenté également à l'exécutif, à des ministères, voire à des ministres, et puis à des acteurs plutôt privés, des acteurs économiques privés, des entreprises, l'AFEP, le MEDEF, Entreprises pour l'environnement. Objectif pour nous, c'est que chacun se saisisse de cette proposition de plan de relance et puis quelque part décline ce plan de relance ou voit dans quelle mesure il peut contribuer, l'améliore, etc. Objectif qu'on cherche à faire partager par le plus grand nombre, c'est en tout cas qu'on ait un plan de relance vert et que chacun y contribue. Voilà. Donc j'espère avoir été le plus concis possible. J'ai un support de présentation qui est beaucoup plus long que vous pourrez regarder à tête reposée depuis vos canapés. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Merci beaucoup Benoît. Ce que je vous propose, c'est de vous poser d'emblée les questions qui ont été rassemblées dans le chat, qui vous permettra de nous quitter en cours de conférence, parce qu'on a, si vous le souhaitez, parce qu'on a pris un peu de retard. Comment est-ce qu'on obtient l'adhésion des acteurs territoriaux au plan de reconstruction que propose l'I4CE? Très bonne question. Alors d'une part, dans la plupart des propositions qu'on fait, il y a une place pour les collectivités territoriales. L'essentiel de l'investissement public aujourd'hui en France, c'est de l'investissement qui est lié aux collectivités territoriales. Et donc le tandem bloc communal, c'est-à-dire les communes et les EPCI, pour faire très simple, et les régions, vont avoir un rôle crucial à jouer. Alors bien évidemment, ça suppose qu'il y a encore de l'argent public dans ces blocs à la sortie de la crise. Et donc ça pose aussi la question des relations entre l'État et ces blocs de collectivités territoriales. Mais en tout cas, ce qui nous semble à peu près certain, c'est que les collectivités territoriales ont largement de quoi être à la manœuvre. Alors même dans les fiches que j'ai citées, y compris sur la rénovation des logements privés, puisqu'il y a des questions d'animation et pas seulement de déverser de l'argent public, entre guillemets. Typiquement sur la rénovation des logements privés, il me semble que le rôle que peuvent jouer les régions, c'est plutôt un rôle d'animation qu'un rôle de financement. Voilà, donc en tout cas, je suis à peu près certain que les collectivités seront d'autant plus enclines à mettre en œuvre une relance, entre guillemets, je mets des guillemets autour de ce terme, verte, qu'elles seront proches de leurs électeurs qui risquent de faire remonter en tout cas des demandes de résilience et de bas carbone. D'accord. Merci beaucoup, Benoît, pour ce résumé très complet des changements à venir au sein des différents secteurs que vous avez évoqués et qui soulèvent finalement d'emblée une question d'importance, celle du financement et des mécanismes favorisant l'accompagnement et le support aux transitions d'envergure qui ont été mentionnés par vos soins. Et pour répondre à cette question essentielle, je vais laisser la parole cette fois à Benoît Calatayud. Benoît, je le rappelle, vous êtes managing spécialiste à la transition énergétique à BPI-France. Benoît, pouvez-vous nous préciser quelle a été la stratégie de la BPI pour répondre aux enjeux de financement de la transition et évoquer avec nous les premiers retours du fameux plan climat mis en place en 2019 par la BPI? Autre question d'intérêt, quel est le bilan des actions de financement engagées par la BPI en faveur de la transition et surtout quels outils de financement sont amenés à voir le jour dans les prochains mois? Également, quel est le panel d'outils mobilisables à l'échelle européenne? Et enfin, et je vous laisserai la parole, quelles sont les priorités stratégiques de la BPI en termes d'investissement et comment sont-elles identifiées? Alors, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et les différentes questions qui sont très complètes et très riches. Du coup, je vais tenter d'y répondre. Merci beaucoup, Benoît, pour la présentation du plan de Die4C, qui, à mon avis, est une très bonne opportunité pour justement mettre en place un vrai plan de relance vert et on voit bien où investir. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, je pense que c'est à des institutions comme BPI France ou de manière générale au groupe d'institutions publiques, la Caisse, et puis d'acteurs privés, de passer à l'action. Donc, pour appuyer mes propos, j'ai un support de présentation. Vous le voyez à l'écran, j'imagine. Donc, je vais rapidement présenter les différents métiers de BPI France, ce qu'est BPI France,
Je vais ensuite aborder nos actions dans le domaine climatique, au niveau territorial, puis au niveau européen également. Et enfin, je vais parler de nos priorités stratégiques 2019-2020, en l'occurrence, priorités qui se dirigent vers la deep tech, les innovations de rupture technologique. Et j'expliquerai pourquoi. Donc, premièrement, rapidement, qu'est-ce qu'est BPI France? Donc, BPI France, c'est la banque publique d'investissement, qui a plusieurs métiers différents et plusieurs directions. Donc, ce qu'on fait, c'est, de manière générale, on accompagne le développement des entreprises françaises à tous leurs stades de maturité, de la start-up aux PME, aux ETI, aux grands groupes, avec différents outils, des investissements en fonds propres, de la garantie, du crédit, de l'accompagnement. Donc là, j'ai rappelé sur ce slide les différents métiers de la banque. Donc, on a l'innovation pour financer des activités plutôt innovantes. Donc, dans le domaine de la transition, et c'est là où je travaille, ce sont des sujets tels que l'hydrogène, la mobilité propre, c'est-à-dire électrique, biogaz, la méthanisation également, qui prend une part de plus en plus importante dans nos actions, du financement direct à travers des crédits ou des prêts, de la garantie de prêt, des fonds propres, c'est-à-dire de l'intervention directe dans les entreprises, toujours en minoritaire, c'est-à-dire la prise de participation, un accompagnement à l'export et un accompagnement, je dirais, quotidien, aide aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise pour gérer leur entreprise. Donc, BPI France, et on ne le sait pas forcément, c'est en réalité un réseau de 48 implantations en région. Donc 90% des décisions de la banque sont prises en région. Donc c'est bien le thème en fait pourquoi j'ai mis cette slide, c'est en fait le thème de la conférence, c'est bien le financement de la transition énergétique passe au niveau régional et BPI y contribue à travers ces implantations régionales qui sont le point d'entrée pour tous les porteurs de projets, tous les chefs d'entreprise, non seulement dans le domaine du climat, mais dans tous les secteurs économiques. Donc, tous les métiers que j'ai évoqués sont couverts au sein de ces directions régionales. Et voilà, encore une fois, c'est la porte d'entrée, donc c'est là où l'action se passe. Les institutions à Paris, qui sont à Paris, donc Boulevard Haussmann et Maison Alfort, sont des directions de support à ce réseau-là. Donc, deuxième partie, le plan climat qu'on est en train de mettre en place à BPI France. Donc, par rapport à ce qu'a dit Benoît, donc nous, notre enjeu, c'est de renforcer notre action dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et faire de BPI France la banque française du climat, à l'instar de la Banque européenne d'investissement qui a vocation à devenir la Banque européenne d'investissement du climat. Donc, il y a une vraie volonté, en tout cas, de faire de BPI l'outil de financement public majeur de la transition. Donc, ce plan climat est encore en cours d'élaboration. Il est en train d'évoluer avec la crise que nous connaissons actuellement. Et en tout cas, on propose qu'il occupe une place importante dans le plan de reconstruction mis en place par l'État. Donc, ce plan s'articule autour de 5 thématiques. Une amplification de l'action en soutien de la T2E. Donc, la T2E, c'est la transition énergétique et écologique. Donc, à travers différentes thématiques et les principales, c'est-à-dire la mobilité, l'industrie ou le bâtiment. Ensuite, on a décidé de mettre en place une mesure annuelle de l'empreinte carbone du portefeuille de BPI France. Là, l'objectif est d'évaluer le risque pris, en tout cas à investir dans telle ou telle activité en fonction de son empreinte carbone et de la rentabilité associée. Troisième thématique, c'est une stratégie opérationnelle de transition écologique et énergétique des portefeuilles, en particulier ceux qui sont carbonés, puisqu'on a des portefeuilles, des participations qui sont aujourd'hui assez carbonées, par exemple PSA, mais d'autres entreprises le sont également.
Donc là, l'enjeu, c'est bien de les accompagner vers la transition et vers une activité qui soit donc plus respectueuse de l'environnement et du climat, et en particulier avec une meilleure empreinte carbone. Donc il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on pourra revenir. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici puisqu'on dispose d'assez peu de temps. La quatrième thématique est l'intégration du facteur climatique dans l'analyse des risques. Donc là, l'enjeu, c'est bien de mesurer, et c'est un sujet pour la direction des risques de BPI France, quels sont les risques à disposer d'un portefeuille carboné ou d'investir dedans. Et la cinquième thématique, qui est aussi importante que les autres, est l'intégration des enjeux climat dans le fonctionnement interne de BPI France. Donc là, l'enjeu, c'est bien de modifier nos pratiques pour que la banque soit elle-même exemplaire sur le plan du climat, à travers notamment une évolution des flottes de véhicules, des modalités de transport des collaborateurs et de l'efficacité énergétique des serveurs informatiques, par exemple. Petit bilan de notre action depuis la création de l'institution dans le domaine climatique. Donc, on voit que depuis la création en 2013, l'effort de financement en matière du climat ne cesse d'évoluer. On est aujourd'hui, en 2019, les chiffres ne sont pas encore consolidés, mais environ 2,9 milliards d'interventions en faveur de la transition énergétique et écologique. Donc, ça recouvre l'ensemble des métiers que j'ai mis là. On peut noter une intervention très importante donc de 1,4 milliard en financement direct des entreprises. Donc ça, c'est particulièrement important dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien. Chiffre important, c'est qu'on a on soutient à peu près 2600-2700 entreprises chaque année dans le domaine de la T2E ou des porteurs de projets. Les chiffres qui sont là, en particulier s'agissant des prêts et des engagements, ce sont de nouveaux prêts. Ce n'est pas ceux qui sont renégociés ou restructurés. Donc, l'objectif qu'on a donc de faire de BPI France la banque du climat pour les entreprises, c'est d'établir un continuum de financement qui soit renforcé dans tous les domaines du climat et sur plusieurs thématiques à travers tous nos métiers. Donc, je commencerai par les projets innovants. Donc, notre objectif, c'est bien de faire émerger des projets innovants de la transition énergétique et écologique. J'en citerai deux principaux qui sont importants pour nous. L'émergence d'écosystèmes d'hydrogène décarboné dans les territoires et puis des projets de méthanisation sur lesquels je reviendrai après. Mais en tout cas, ces deux sujets-là nous paraissent très importants, notamment au niveau territorial. Ensuite, notre objectif est de financer l'efficacité énergétique à travers des offres de financement dédiées, par exemple la mise en place d'un crédit bail efficacité énergétique ou encore le financement de travaux de rénovation. Nous avons aussi un objectif de financer la réduction de l'empreinte carbone, donc comme j'ai déjà évoqué, à travers une démarche d'accompagnement. Donc là, l'enjeu et notre objectif, c'est de faire évoluer nos modalités de financement, donc à travers de nouveaux dispositifs, donc notamment un nouveau dispositif de prêt vert, financement sans garantie, et une association, une évolution en tout cas de nos interventions sur des fonds d'investissement spécifiques, sur des filières spécifiques, donc par exemple le bois ou encore des entreprises de l'économie circulaire. On a une autre action également, c'est de financer des projets de développeurs, donc de développeurs d'énergie renouvelable. Cette action a vocation à se renforcer massivement, donc notamment en soutenant ce qui est de plus en plus d'actualité, ce qu'on appelle les corporate PPA, donc des contrats long terme dans le domaine de l'énergie. Et puis aussi de soutenir massivement la filière de méthanisation. On a lancé récemment, donc il y a à peu près un an, un pré-méthanisation qui vise à développer en tout cas la méthanisation, ce qu'on appelle la petite méthanisation, c'est-à-dire la méthanisation à la ferme. Et puis, dernière thématique, faire émerger ce qu'on appelle des champions français, c'est-à-dire des entreprises avec une forte croissance du renouvelable.
Donc là, l'enjeu, c'est à travers nos différents fonds d'investissement d'accompagner leur développement, donc notamment le fonds SPI, qui est un fonds de société de projet industriel qui a pour principale vocation d'accompagner l'industrialisation des solutions d'entreprise du domaine des énergies renouvelables. Comme ça a été évoqué par Camille, donc je tente de répondre à cette question par ce transparent. Donc, notre objectif, c'est de renforcer notre collaboration avec les institutions européennes afin donc d'amplifier les ressources dédiées à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, j'ai rappelé les priorités de l'Union européenne et nos objectifs en la matière. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense qu'Antoine va les rappeler ensuite. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de contribuer massivement au financement européen. Donc, à travers les différents outils qui vont être mis en place. Là, donc, ce que je mets là, c'est bien des objectifs. Ce n'est pas encore totalement figé. Mais là, l'enjeu, c'est d'arriver à ça. Donc, à travers différents mécanismes qui vont être mis en place, à travers InvestUE, Horizon Europe, on a aussi une vocation à collaborer davantage avec la Banque européenne d'investissement et puis aussi avec les fonds plus traditionnels, donc des fonds de développement régional tels que le FEDER. Donc là, toute cette coopération-là s'articulera évidemment avec les entités régionales qui sont aujourd'hui les principaux organismes bénéficiaires des dotations européennes. Donc, dernière partie de la présentation, je vais tenter d'aller assez vite. Donc, une de nos priorités stratégiques de 2019 puis 2020, au-delà de l'aspect climatique que j'ai mentionné, c'est de financer des investissements de rupture technologique qui sont traduits ici par Deep Tech. Donc, on a mis en place un plan Deep Tech au début de l'année 2019 qui s'articule autour de 4 thématiques, c'est-à-dire un projet Deep Tech issu d'un laboratoire de recherche présente de fortes barrières à l'entrée pour le marché, constitue un avantage différenciant majeur par rapport à la concurrence et caractérisé par un go-to-market long et complexe, donc nécessite beaucoup de capitaux pour y accéder. Donc, ce plan Deep Tech s'applique sur les sujets du climat, en particulier sur ces innovations de rupture en fait, technologiques qui nous paraissent nécessaires pour donner aux entreprises françaises des gains de compétitivité importants. Donc, sur plusieurs thématiques, comme je l'ai évoqué avant, sur la thématique de l'hydrogène décarboné, on croit beaucoup à ce vecteur énergétique et on croit beaucoup au développement des écosystèmes territoriaux d'hydrogène décarboné, c'est-à-dire une zone géographique sur laquelle l'ensemble des acteurs de la filière sont réunis, de la production par électrolyse de l'eau jusqu'aux usages. On voit 3 types d'usages pour l'hydrogène décarboné. C'est l'usage industriel qui est déjà beaucoup présent aujourd'hui avec de l'hydrogène carboné pour le coup, puisque 95% de l'hydrogène produit est carboné. De la mobilité plutôt lourde, c'est-à-dire des camions, des bus, des trains et des bateaux, et puis des usages sectoriels qui dépendent de considérations territoriales, donc typiquement des usages portuaires, le cas échéant, ou des usages chariot-élévateurs, par exemple. Donc là, ces écosystèmes-là, on y croit beaucoup parce que ça crée beaucoup de valeur ajoutée au niveau local et cette valeur ajoutée est partagée avec les acteurs locaux. Donc, c'est une source de richesse importante pour le territoire, de création d'emplois et de lutte contre le réchauffement climatique importante. Deuxième sujet d'innovation de rupture, c'est sur la méthanisation et sur la méthanation. On a la même logique que sur l'hydrogène décarboné, donc c'est-à-dire la volonté de créer des écosystèmes locaux donc, de méthanisation et à travers aussi le processus de méthanation pour créer de la valeur ajoutée donc pour d'autres filières, pour le coup, c'est-à-dire la filière agricole évidemment, et puis pour des vecteurs de transport, des acteurs de transport du biogaz. Donc ces 2 sujets sont regardés attentivement et on essaie d'accompagner les entreprises au niveau local sur ces 2 thématiques.
Donc, j'ai rappelé ensuite quelques chiffres du plan Deep Tech. Je vais peut-être les passer parce que c'est plus général. Mais donc, voilà, l'ambition qu'on a et ce qu'il faut retenir, c'est d'investir massivement dans les innovations de rupture technologique de la transition énergétique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On pourra revenir après sur ces éléments, mais j'ai à peu près tout dit. Donc, en tout cas, le plan Deep Tech, je le rappelle, c'est une plantation régionale. Donc là, l'idée, c'est de couvrir tout le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. A priori, oui. Merci beaucoup, Benoît. Je vous propose de faire de même qu'avec Benoît Légué. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bien sûr. Alors, très bien. Alors, question intéressante. Avec quelle méthodologie est évalué le risque climatique et qui en porte la responsabilité? Est-ce que c'est la BPI ou est-ce que c'est le bénéficiaire? Alors, sur ce sujet, c'est une question très intéressante à laquelle je ne peux pas répondre actuellement parce que c'est en cours d'élaboration en fait. Donc, le groupe de travail est en train d'être monté et la méthodologie n'est pas définie, mais effectivement, c'est une très bonne question. Donc, je vous invite en fait à venir l'année prochaine, et je ne l'ai pas dit, on va organiser un événement sur le climat, donc qui va s'appeler Jour E, qui devait avoir lieu en avril 2020, donc qui a été reporté pour les raisons que vous savez, et qui a été reporté en avril 2021, qui aura a priori lieu c'est de réunir de nombreux acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique et de nombreuses entreprises pour parler notamment de ces sujets-là, mais pas que, donc de tous les sujets qui concernent la banque, l'économie, et de sport sur le bâtiment. Et puis, on organisera aussi des conférences, des masterclass sur l'accompagnement des entreprises à la lutte contre le réchauffement climatique. Comment un chef d'entreprise doit faire pour intégrer les contraintes liées au climat, donc notamment dans ces hypothèses économiques, mais pas que, dans ces process et dans sa manière de faire. Je pourrais vous communiquer la date exacte, je crois que c'est le 7 avril 2021, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Autre question qui nous vient de Michel, qui indique qu'il est également convaincu de l'intérêt de l'hydrogène décarboné. Et peut-être qu'une question qui sort un peu du scope de la BPI, mais Michel nous demande comment convaincre des investisseurs privés quand les acteurs publics se présentent comme assez frileux face à un projet. Alors, je pense que l'acteur privé, en fait, de manière générale, dans les investissements, il faut de la transparence dans les hypothèses et sur des filières innovantes, c'est pas facile à avoir. Donc, je pense que que ce soit du côté public ou du côté privé, il y a un vrai intérêt, je veux dire collectif, à mettre en place une transparence. Or, sur certains sujets, donc sur des sujets innovants, comme je l'ai dit, c'est pas le cas, et en particulier sur l'hydrogène. Il y a, on pourra en reparler, Michel, si vous le souhaitez, après, ou plus tard, vous pourrez me contacter sur ce sujet-là parce qu'on regarde beaucoup le sujet. Mais en tout cas, il y a un problème de transparence des coûts de la filière. Donc, effectivement, sur ce sujet, je pense que si les acteurs publics n'y vont pas et ne montrent pas qu'il y a une vraie volonté de développer la filière, c'est très compliqué pour des acteurs privés qui ne voient pas un réel intérêt, en tout cas, d'investir dedans. Mais je pense que c'est aussi leur rôle de pousser et de renforcer aux acteurs privés, hein, je veux dire, d'essayer de voir des opportunités en essayant de renforcer la transparence de la filière ou des filières envisagées. Très bien. Merci également, Benoît. Je vais à présent passer la parole à notre troisième et dernier speaker.
Antoine Guillou, vous êtes responsable énergie-climat et membre du comité éditorial chez Terra Nova. Et pour pousser plus avant notre réflexion sur le financement de la transition des villes et des territoires, quels sont les outils et politiques publiques qui peuvent aider les collectivités territoriales à investir dans la transition écologique à l'échelle française et également à l'échelle européenne? Et par ailleurs, comment peut-on, selon vous, orienter la fiscalité en faveur de la transition environnementale? Et enfin, pour conclure notre échange, que peut vraiment le Green Deal dans ce cadre et compte tenu du contexte actuel? Antoine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Alors beaucoup de gros sujets, effectivement, tant au niveau local qu'au niveau européen. J'ai essayé de brosser un panorama qui sera sans doute un peu impressionniste, mais Benoît et Benoît qui ont parlé avant moi ont déjà permis de couvrir un certain nombre d'éléments. Peut-être pour commencer sur l'intérêt de la thématique, effectivement, les collectivités locales, on considère, là je cite des estimations de l'ADEME, qu'environ 15% des émissions de leur territoire relèvent de leur périmètre direct, c'est-à-dire de leur patrimoine et des domaines sur lesquels elles ont une compétence directe, donc par exemple les transports publics ou la gestion des déchets. Donc 15% pour leur compétence directe. Et si on étend la réflexion sur les domaines sur lesquels les collectivités ont des leviers, même si ce n'est pas leur champ direct, là on passe à 50% des émissions de leur territoire qui sont concernées. Donc les collectivités sont vraiment des acteurs cruciaux pour la transition écologique et elles ont des compétences dans beaucoup de domaines d'investissement qui sont clés, qui apparaissaient d'ailleurs dans les secteurs que Benoît a présentés dans le plan de relance d'ICATCE. On a véritablement là un grand nombre de sujets d'investissement qui sont clés pour la transition écologique. Donc on a évidemment les transports, on a la rénovation énergétique, on a le développement des réseaux de chaleur et de froid, on a les politiques d'achat public aussi, bien sûr, les politiques d'achat de véhicules, par exemple, pour les flottes des collectivités, on a la gestion des déchets que j'ai mentionné, et puis je dirais que globalement, et c'est particulièrement vrai bien sûr pour le bloc communal, on a toutes les questions d'urbanisme, les questions de limitation de l'étalement urbain. C'est non seulement important pour la biodiversité, pour éviter l'artificialisation des sols, mais c'est aussi très important pour réduire les besoins en transport et donc les émissions in fine qui sont dues à la mobilité. Donc on voit qu'à travers ces différents domaines, les collectivités ont vraiment un rôle très important à jouer. Alors, je n'ai pas mentionné la production d'énergie renouvelable, que ce soit les énergies renouvelables électriques ou le biométhane. Non pas que les collectivités n'aient pas un rôle important à jouer dans ces domaines, hein, d'ailleurs elles le font déjà et c'est très bien. Mais nous, à Terra Nova, on pense que finalement leur plus-value par rapport à d'autres acteurs publics, notamment à l'État, est finalement surtout dans la réduction de la demande en énergie, parce que ce sont, donc dans les domaines que j'ai mentionnés précédemment, parce que ce sont probablement les domaines dans lesquels elles ont les leviers d'action les plus directs, qui ne sont pas forcément que des leviers financiers d'ailleurs, et c'est aussi les domaines qui sont les moins bien traités, en quelque sorte, par l'État. C'est aussi ceux sur lesquels on a le plus de retard finalement par rapport à nos objectifs de transition écologique. Donc c'est sans doute sur ce champ-là, sur la question de la réduction de la demande en énergie, que les collectivités peuvent agir assez fortement. Alors une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est finalement comment on encourage des investissements favorables au climat, comment on décourage à l'inverse ceux qui sont plutôt basés sur les énergies fossiles. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, hein. Dont on a évoqué quelques-unes dans son intervention. La première, évidemment, c'est de les rendre obligatoires. Hein. Si on rend les investissements verts obligatoires, ça mérite de clore le débat. Ça ne clôt pas le débat sur qui va payer pour les financer, mais ça, on pourra y venir plus tard. Mais ça règle les questions d'incitation. Et ça, évidemment, c'est plutôt à la main de l'État, que ce soit pour les normes de rénovation, par exemple, ou à la main de l'Union européenne, par exemple, sur les normes sur les véhicules, qui sont aussi une manière d'inciter à la décarbonation dans ce secteur-là. Donc ça, c'est pour les normes. Il y a évidemment d'autres manières de rendre les investissements verts intéressants. Ça peut être par exemple en diminuant leur coût de financement. Donc typiquement en faisant en sorte que ça coûte moins cher de financer un investissement vert qu'un
qu'un investissement gris. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau européen, notamment avec les questions de taxonomie. Donc, cette initiative au niveau européen pour définir finalement ce qui relève d'un investissement compatible avec la transition écologique et ce qui ne l'est pas, avec ensuite plusieurs conséquences possibles. Alors, c'est déjà un guide pour les investisseurs qui peut être au début un guide volontaire, mais ça peut aussi, plus tard, on pourrait imaginer que ça aille aussi vers des choses plus contraignantes, et typiquement que les banques, par exemple, soient pénalisées au regard des règles prudentielles lorsqu'elles financent des investissements marrons ou gris. Et là, alors ça, c'est plutôt évidemment des sujets qui sont à la main des institutions européennes et en tout cas au-dessus du niveau des collectivités, mais il y a quand même sur la partie financement des choses qui peuvent intéresser les collectivités. Typiquement, on a déjà des collectivités, alors certes plutôt de taille importante, qui émettent des obligations vertes, donc qui émettent de la dette pour financer des investissements dans la transition écologique. La ville de Paris, par exemple, a je crois récemment levé à peu près 300 millions d'euros de dette pour financer des investissements avec ces instruments. Donc on voit que c'est aussi un domaine qu'investissent les collectivités. Ça, c'est plutôt ce que j'appellerais l'amont, c'est-à-dire comment on finance un projet, puis il y a l'aval, c'est comment on fait finalement en sorte que, d'un point de vue rentabilité, entre guillemets, un projet vert soit plus intéressant qu'un projet marron ou un projet gris. Et là, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Une des illustrations les plus directes, et ça fait écho à une de vos questions, Camille, c'est évidemment la question de donner un prix au carbone et de pénaliser donc les investissements dans les énergies fossiles. Et là, évidemment, il y a deux outils principaux. Le premier, c'est le marché européen du carbone, qui porte sur la moitié environ des émissions à l'échelle européenne, plutôt dans les secteurs industriels et la production d'électricité. Et puis l'autre instrument, c'est la taxe carbone, donc qui en France pèse surtout sur le transport et le chauffage. Alors l'avantage de ces outils, c'est qu'ils permettent de renchérir le coût des émissions de CO2 et donc par comparaison de rendre les investissements verts plus intéressants. Après, évidemment, ils ont un certain nombre de limites qui peuvent être liées à de l'acceptabilité politique. On l'a vu évidemment sur la taxe carbone en France avec le mouvement des Gilets jaunes, mais on a aussi ces discussions au niveau européen entre des États qui sont plutôt volontaristes pour augmenter le prix du marché européen du carbone et d'autres qui sont à l'inverse plutôt conservateurs. Donc cette question de l'acceptabilité politique autour du signal prix du carbone, c'est vraiment une question extrêmement complexe. Alors, on pourra y revenir ensuite si vous le souhaitez, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir sur la taxe carbone, et après on viendra sur le volet recettes de la taxe carbone, qui est souvent une revendication des collectivités, mais avant tout, le but de la taxe carbone, c'est de rendre des projets émetteurs de CO2 moins intéressants que des projets verts. Voilà, donc j'ai évoqué deux manières de rendre les investissements verts plus intéressants, soit les rendre obligatoires, soit les rendre plus rentables, entre guillemets, que des investissements gris. Il y a évidemment une troisième levier qui est peut-être celui qui va nous intéresser le plus pour la suite en ce qui concerne les collectivités, c'est le volontarisme en quelque sorte, que ce soit le volontarisme des acteurs économiques qui décident de financer des choses, même si ce n'est pas nécessairement le plus rentable stricto sensu à l'instant T, ou des collectivités locales ou l'État qui vont décider d'investir dans des projets qui sont compatibles avec la transition écologique, même si ce ne sont pas nécessairement l'option la moins chère à un instant donné. Donc, une fois qu'on a dit ça, évidemment, une des questions qui se posent, c'est comment accroître, en ce qui concerne les collectivités locales spécifiquement, leur capacité à investir dans la transition écologique. Et là, alors je ne suis pas un spécialiste des finances locales, donc s'il y en a dans la salle virtuelle, vous m'excuserez, mais nous, à Terra Nova, on a essayé de porter nos réflexions finalement sur des sujets sur lesquels il nous semble qu'il y aurait la capacité de mettre en œuvre des mécanismes susceptibles d'accroître justement la capacité d'investissement dans les collectivités locales qui sont, là aussi, comme le rappelait Benoît, effectivement les premières sources d'investissement public en France et donc, par ce seul fait, des acteurs extrêmement importants pour la transition écologique.
nous, ce qu'on a proposé à Terra Nova, c'est de créer ce qu'on appelait une dotation pour la transition écologique, donc une sorte de dotation de l'État vers les collectivités locales. Alors, on l'a appelé comme ça, mais on aurait pu aussi imaginer des modalités alternatives, hein, s'appuyer par exemple sur les contrats de transition écologique qui ont été créés par le gouvernement, qui pour l'instant ont été restreints à un nombre assez faible de collectivités, et surtout sans y associer nécessairement des moyens supplémentaires, donc de l'argent frais. Mais notre idée, en tout cas, c'est qu'il serait intéressant d'avoir finalement un mode de financement de l'État vers les collectivités qui serait dédié à la transition écologique, sans pour autant que l'État ne s'immisce dans les choix qui seraient faits par les collectivités. C'est-à-dire qu'il s'agit d'allouer une enveloppe à la transition écologique. Il ne s'agit pas que l'État décide à la place des collectivités ce dans quoi il convient d'investir, pourvu que ce soit dans la transition écologique. Et pour ça, il y a sans doute plusieurs manières de mobiliser des financements. Le premier, c'est bien sûr la taxe carbone. Alors je dis le premier parce que c'est celui qui est souvent évoqué dans le débat, c'est pas parce que c'est le plus facile ou peut-être même le plus souhaitable. Vous savez peut-être que les collectivités locales réclament souvent d'avoir une part de taxe carbone qui leur soit allouée. Alors la taxe carbone aujourd'hui en France, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. Donc c'est des financements certes importants, mais qui ne sont pas non plus d'une ampleur extrêmement élevée par rapport au budget de l'État dans sa globalité. Les collectivités locales réclament souvent de se voir allouer une partie de ce budget. Nous, il nous semble que plutôt que d'allouer directement aux collectivités locales, il serait sans doute pertinent d'en utiliser une partie pour abonder une sorte de fonds qui ensuite pourrait être donné aux collectivités locales. Alors pourquoi il y a une distinction entre les deux, entre attribuer directement l'argent aux collectivités locales ou abonder un fonds? C'est parce que y a une logique de péréquation derrière. C'est-à-dire que si vous donnez juste l'argent directement aux collectivités locales, vous n'allez pas forcément pouvoir corriger des inégalités qui peuvent exister entre elles. Parce que certaines peuvent avoir besoin tout simplement de plus de financement que d'autres pour diverses raisons, soit parce qu'elles ont plus d'opportunités vis-à-vis de la transition écologique, soit parce qu'elles partent de plus loin, pas de leur fait évidemment, mais parce que leur territoire ou l'histoire de celui-ci les a conduits à cela. Donc voilà une raison pour laquelle on propose plutôt d'avoir cette approche où on viendrait effectivement sanctuariser une partie des recettes, par exemple de la taxe carbone, mais plus globalement de la fiscalité sur l'énergie, au profit d'investissements dans la transition écologique des collectivités. Une autre raison qui est un peu plus anecdotique de ne pas allouer directement des recettes aux collectivités, c'est que ça pourrait paradoxalement en fait les désinciter un petit peu à réduire les émissions de CO2 sur leur territoire, parce que si vous gagnez de l'argent en fonction du volume d'émissions sur votre territoire, ça ne vous incite pas forcément à le réduire. Alors, je ne pense pas que les collectivités raisonneraient comme ça, mais en tout cas, ça ne semble pas tout à fait intuitif de faire ça. Et d'ailleurs, si vous y pensez, aujourd'hui, il y a déjà un peu ce petit problème parce qu'une partie des taxes sur les carburants sont affectées directement aux collectivités, mais sans être fléchées vers la transition écologique. Donc, ce n'est pas forcément un moyen d'abonder les collectivités qui est extrêmement efficace. Un autre levier auquel on peut penser, qui est souvent pas bien connu des collectivités, c'est les certificats d'économie d'énergie. Alors c'est un dispositif assez complexe et qui a un certain nombre de défauts par ailleurs, mais en gros, ça oblige les fournisseurs d'énergie, quels qu'ils soient, hein, donc que ce soit des fournisseurs de carburant, de fuel, de gaz, d'électricité, de chaleur aussi et de froid, à en fait acheter des certificats d'économie d'énergie qui, eux, sont créés par ceux qui investissent justement dans ces actions d'économie d'énergie, donc dans la rénovation énergétique notamment. Alors ça mobilise à peu près 5 milliards d'euros par an d'investissement. C'est difficile de connaître le chiffre parce que c'est un marché qui n'a pas de référence de prix publique. Mais a priori, c'est un dispositif qui est aujourd'hui assez peu utilisé par les collectivités, alors qu'elles ont beaucoup d'investissements possibles dans leur propre parc immobilier. Il y a là beaucoup déjà de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être atteintes. Donc il y a là probablement un dispositif qui pourrait être plus utilisé par les collectivités. Une autre piste, tout ça c'est évidemment des pistes
que j'ouvre pour le débat. Hein. Une autre piste, ce serait de peut-être s'appuyer sur les concessions de réseau. Donc les concessions de réseau d'électricité et de gaz, c'est aujourd'hui des choses qui sont péréquées à l'échelle nationale, c'est-à-dire que vous payez vos tarifs de réseau d'électricité et de gaz, alors sauf quelques exceptions, mais globalement on va dire que c'est le cas, à peu près au même prix sur tout le territoire national. Alors ça peut avoir un certain nombre de défauts, notamment ça peut inciter un peu à l'étalement urbain qu'on évoquait tout à l'heure, et ça aboutit un peu à baisser artificiellement le prix de l'électricité dans certains territoires, et à l'inverse à l'augmenter plus dans d'autres. Donc pourquoi pas réfléchir là aussi à revoir un petit peu ce système, et plutôt que d'avoir une péréquation tarifaire, avoir plutôt des prélèvements sur les collectivités qui ont la chance d'avoir ou plutôt sur les opérateurs de réseau, pas les collectivités elles-mêmes, qui ont la chance d'avoir un réseau peu coûteux pour là aussi alimenter ce fonds qui pourrait venir aider des collectivités qui sont moins chanceuses en termes de topologie de leur territoire et les aider à investir notamment dans l'efficacité énergétique et dans globalement la réduction de leur consommation. Voilà, pour quelques pistes. Alors évidemment, je ne rentre pas... là, je me suis contenté de suggérer des moyens de financement qui sont liés d'une manière ou d'une autre aux consommations d'énergie, avec dans l'idée que on peut augmenter un petit peu les prélèvements sur les énergies pour financer la transition écologique, parce que ça a l'avantage de donner des signaux cohérents, mais évidemment, ça n'exclut pas du tout une réflexion, au contraire même, sur des manières de financer juste budgétairement des investissements dans la transition écologique. Donc, ça n'exonère pas du tout d'une réflexion globale sur la fiscalité des collectivités locales, ce qui leur est attribué en propre, leur taux de ressources propres, etc. Donc, on a là, une fois que j'ai dit ça, je me suis contenté de regarder une portion évidemment très partielle du sujet. Peut-être pour finir, je ne veux pas être trop long pour laisser un peu de place aux questions. Vous suggériez d'évoquer aussi la partie européenne. Alors c'est vrai que c'est un élément qui occupe beaucoup l'attention. Le lien entre les discussions au niveau européen et les investissements des collectivités est peut-être pas entièrement évident. Parce que les canaux, je dirais, de communication entre les deux existent, bien sûr, mais en volume, en milliards d'investissements, c'est peut-être pas les plus importants. Alors peut-être pour dire quelques mots sur le Green Deal, ou en tout cas ce que j'en sais, ce qui est probablement pas beaucoup. Le Green Deal, c'est donc cette initiative de la nouvelle Commission européenne, installée fin 2019 en faveur de la transition écologique, plus qu'une mesure précisément ou même un ensemble de mesures. Je dirais que le Green Deal, c'est avant tout un nom pour une initiative politique qui regroupe beaucoup de domaines et de textes potentiels au niveau européen. Donc c'est un peu la stratégie finalement de la Commission européenne dans les domaines de la transition énergétique, de la mobilité propre, de la rénovation des bâtiments, de la décarbonation de l'industrie et de l'économie circulaire, de l'agriculture. Ouais, ça se veut dans l'esprit de la Commission européenne, je crois, une initiative très large qui englobe beaucoup de domaines et donc beaucoup de textes différents qui eux-mêmes contiennent ou contiendront, parce qu'il y a là-dedans c'est plus un agenda de travail finalement qu'une série de textes qui aura déjà été mis sur la table. Ça englobe beaucoup de domaines. Et donc en fait le Green Deal, c'est finalement plutôt un chantier que la Commission a ouvert qu'une série de mesures qu'elle aurait mis sur la table d'ores et déjà. La mesure qui a été mise sur la table pour l'instant, je dirais la seule, mais c'est peut-être la plus importante, c'est la proposition que l'Union européenne vise la neutralité carbone en 2050, et donc une proposition législative pour le coup a été mise sur la table au niveau européen. Alors bien sûr, l'agenda des institutions européennes est, comme vous l'avez tous vu, j'imagine, impacté par la crise qu'on connaît. La question finalement qui est ouverte aujourd'hui est de savoir si et dans quelle mesure le Green Deal sera placé au cœur du plan de relance qui sera là aussi décidé au niveau européen.
Bien sûr, il y a là aussi des divergences politiques entre les États membres de l'Union européenne sur ce sujet, mais néanmoins, la Commission européenne a réaffirmé sa volonté que cette initiative politique ne soit pas mise sous le tapis en raison de la crise sanitaire, mais au contraire serve à catalyser en quelque sorte les initiatives d'investissement post-crise. Alors, ce que ça veut dire en termes financiers pour les collectivités, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. La Commission au moment de lancer cette initiative du Green Deal, fin 2019, a fait paraître un chiffre de 1000 milliards d'euros. Alors 1000 milliards d'euros, c'est évidemment très impressionnant, mais quand on creuse un petit peu, ça allait peut-être un peu moins, parce que déjà c'est 1000 milliards d'euros sur 10 ans, entre 2021 et 2030, donc ça fait plus que 100 milliards par an, ce qui est toujours beaucoup, mais un peu moins impressionnant. Et puis surtout, ces 100 milliards par an, c'est pas nécessairement de l'argent frais, c'est pas de l'argent du budget européen. Alors il y en a une partie, bien sûr, à peu près la moitié qui sera de l'argent du budget européen, donc ce qui est une augmentation substantielle par rapport à maintenant. Mais si vous faites le calcul, 50 milliards d'euros par an de dépenses budgétaires au niveau européen, c'est-à-dire donc pour toute l'Union européenne, ça reste un montant qui est finalement relativement modeste quand on y pense par rapport aux besoins d'investissement que Benoît illustrait tout à l'heure. Donc ça, c'est pas pour minimiser l'importance de ce qui est fait au niveau européen, mais c'est plutôt pour dire qu'en ce qui concerne les milliards d'euros d'investissement, c'est pas forcément la capacité d'investissement propre de l'Union européenne qui est importante. C'est plutôt, à mon sens, les différentes normes qu'elle va édicter, que ce soit en matière de régulation financière, que ce soit des normes sur les véhicules, que ce soit des normes sur l'industrie, que ce soit quand même le marché européen du carbone. C'est plutôt ces initiatives-là qui peuvent avoir l'impact le plus important sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, mais bon, je suis tout à fait prêt à en débattre et à changer d'avis, mais je n'ai pas l'intuition que c'est le niveau européen qui va le plus aider les collectivités locales à investir en France, tout simplement parce que ce n'est pas historiquement la fonction du budget européen. Le budget européen, c'est pas essentiellement un budget d'investissement, c'est plutôt un budget qui sert à l'Union européenne à produire un certain nombre de normes et de règles, et à faire des investissements notamment et des aides notamment dans l'agriculture, mais c'est pas un gros budget d'investissement, surtout si on regarde le cas français, parce qu'on a une bonne partie de cet investissement européen qui en plus va plutôt vers les pays qui sont sous la moyenne de l'Union, on va dire, en termes de niveau économique. Voilà, je m'aperçois que j'ai déjà été évidemment bien trop long pour essayer de couvrir ces différents sujets et j'ai été évidemment loin d'être exhaustif. Donc, je vais m'arrêter là et répondre aux questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup Antoine. Vous m'entendez à nouveau? Oui. 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 Alors, une remarque qui nous vient d'Hugo Arnichamp, qui nous dit que les sujets bas carbone liés à l'atténuation du changement climatique ont été beaucoup abordés. Mais qui indique que les collectivités territoriales, de par leur connaissance des territoires justement, sont aussi très bien armées pour œuvrer à l'adaptation au changement climatique, et qui nous demande s'il n'y a pas urgence à développer des politiques locales d'adaptation qui sont encore aujourd'hui balbutiantes. Si, absolument. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. D'ailleurs, j'en profité pour faire un petit peu de publicité, puisque Benoît est encore là, puisqu'on a publié fin 2019 un rapport avec I4CE sur le sujet de l'adaptation, justement, et dans lequel on fait effectivement un certain nombre de recommandations, et en particulier, bien sûr, pour donner un rôle clé aux collectivités locales sur le sujet de l'adaptation. Effectivement, elles sont, pour les raisons qui ont été mentionnées, la connaissance du territoire, elles sont parfaitement placées pour le faire. Nous, on préconise notamment un certain nombre de recommandations visant effectivement à développer une sorte de ce que j'appellerais un réflexe adaptation au changement climatique évidemment, dans les décisions des collectivités locales. C'est-à-dire de s'assurer que dès qu'on met en place une politique publique importante, dès qu'on finance un investissement important, on se soit posé la question de est-ce que cette décision est pertinente vis-à-vis
des conséquences du changement climatique. Je pourrais vous donner le lien vers le rapport pour ceux qui voudraient creuser ce sujet-là. Et alors, question qui s'adresse à vous trois. Je ne sais pas si Benoît Légué est encore avec nous. Je pense qu'il a dû peut-être nous laisser. Mais Benoît Calatayud, si vous souhaitez répondre, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des réflexions sur la prise en compte des externalités environnementales dans les indicateurs financiers? Antoine, c'est aussi une question qui s'adresse à vous si vous souhaitez répondre. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai pas. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des réflexions sur la prise en compte des externalités environnementales dans les indicateurs financiers? Alors là, je suis effectivement pas forcément le mieux placé pour y répondre. Je ne sais pas si Benoît. Alors, je crois que Benoît a un problème de micro. Ah, Benoît. C'est ça, hein. Vous ne pouvez pas réactiver votre micro, Benoît? Mais en tout cas, enfin, je vais. Ah, si, Oui, c'est bon. C'est bon. En fait, je suis désolé, mais c'est oui, parce qu'ensuite, c'est pas moi. J'ai pas la main sur l'activation du micro. Ouais, oui, peut-être en deux. Oui, Benoît, vas-y, ouais. Ah pardon, ouais, ouais, alors simplement en deux mots, j'ai répondu dans le chat. Oui, alors il y a des réflexions, il y a plus que des réflexions sur la prise en compte des externalités environnementales, notamment à travers le volet risque. Benoît pourra peut-être en parler côté BPI France, mais globalement, les institutions financières commencent à s'intéresser au climat sur cet aspect au moins risque. Est-ce que le fait, quels sont les risques qui pèsent sur les institutions financières du fait soit de la transition vers une économie bas carbone, soit de la transition vers un monde qui nous amène lentement mais sûrement vers du plus 5 degrés à horizon 200 ans. Donc j'ai mis quelques liens dans le chat pour stimuler la réflexion des personnes qui nous écoutent, mais il y a déjà pas mal de travaux. Donc j'ai fait de la pub essentiellement pour nos travaux côté I4C, mais en fait il y a pas mal d'institutions et de think tanks et d'institutions de supervision, etc., qui travaillent sur ces sujets et d'acteurs financiers. Mais encore une fois, avec le volet risque, hein, donc c'est pas donner une valeur aux externalités environnementales, c'est avant tout prendre en compte les risques. Benoît Calatayud, peut-être vous vouliez compléter? Oui, je rajouterais, enfin, au-delà de la partie risque, c'est vrai que nous, les financements qu'on apporte aux entreprises sont en quelque sorte éco-conditionnés, en particulier ceux qui proviennent du programme investissement d'avenir, donc du PIA, puisque des critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance sont mis en place, donc plutôt au niveau qualitatif que quantitatif, c'est-à-dire une mesure concrète de l'empreinte carbone. Mais en tout cas, l'externalité est saisie d'un point de vue qualitatif au moins. Voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Benoît sur la partie risque. Bien. On va conclure ici cet échange. On est sincèrement désolé pour les aléas techniques qui sont liés à notre plateforme digitale qui, de temps en temps, fait des siennes. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis en direct pendant cette heure d'échange. Merci à vous, Benoît Calatayud, Benoît Légué et Antoine Guillou, pour votre participation amicale à cette conférence. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 12 mai prochain à 18h30. Toujours pour une conférence, cette fois-ci de clôture de notre cycle dédié à la transition environnementale et qui s'intitule cette fois-ci « Environnement et entreprise, la transition climatique comme stratégie ». Cette conférence réunira Claire Tutony de EPE, Romain Grandjean de The Shift Project, Gilles Vermeau-Desroches chez Schneider Electric et Jérôme Stubler de Vinci Construction et sera animée par David Abiker. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur l'onglet événements de notre site internet, léonard.vinci.com, léonard.vinci.com. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.